Ambiance, comme on sait, dans le Seigneur des Anneaux, on a des arbres avec une forte voix, on a des tournages qui ont été faits en Nouvelle-Zélande. En avant. Family field mice that climb up sometimes and they tickle me awfully. Always trying to get something with it. Many of these trees were my friends, creatures I had known from nut and acorn. I'm sorry, Treebeard. They had voices of their own. Saruman. A wizard should know better. À la fois la luxuriance et la disparition, c'est sous ce double thème que sera placée la table ronde qui va suivre. Et on va commencer pour se mettre encore plus dans l'ambiance par un petit extrait de La Chute du ciel d'Annie Kopenawa et Bruce Albert. Il est par ici, Bruce? Il est par là. Oui, le voici. L'un des très grands ethnologues de notre temps, l'un des fidèles parmi les fidèles de la Fondation Cartier aussi, avec tout son travail extraordinaire sur les Indiens, sur les Yanomami et bien d'autres. Petit extrait de cet ouvrage emblématique, sous la parole de David Kopenawa. La pensée des chamans s'étend partout sous la terre et sous les eaux, au-delà du ciel et dans les régions les plus éloignées. Ils connaissent les innombrables paroles de ces lieux et celles des êtres du premier temps. C'est pour cette raison qu'ils aiment la forêt et veulent la défendre. Au contraire, l'esprit des grands hommes des Blancs ne contient que le tracé des paroles emmêlées qu'ils regardent fixement sur leur peau de papier. Leurs pensées ne peuvent se déplacer très loin. Elles restent arrêtées à leurs pieds et il leur est impossible de connaître vraiment la forêt. C'est pourquoi ils n'ont aucun souci de la détruire. Ils se disent qu'elle a poussé seule et qu'elle couvre le sol sans raison. Ils pensent sans doute qu'elle est morte, mais ce n'est pas vrai. Si la forêt était morte, nous le serions tout autant qu'elle. Mais elle est bien vive. Les Blancs ne l'entendent peut-être pas se plaindre, pourtant elle ressent la douleur tout comme les humains. Ces grands arbres gémissent en tombant et elle pleure de souffrance quand elle est incendiée. Finalement, elle ne meurt que lorsque tous ces arbres sont abattus et brûlés. Alors, seul reste leur tronc calciné, effondré sur la terre desséchée, qui n'y repousse plus rien, sauf un peu d'herbe. Pour nous parler à la fois des forêts qui vivent et qui se meurent, et de la biologie aussi exubérante et pleine de promesses des arbres, j'appelle auprès de moi François-Michel Le Tourneau et Miroslav Radman. François-Michel est un géographe français, on se connaît depuis longtemps, ça doit faire 25 ans. Oui, ne le dis pas trop, malheureusement. À l'époque, on était tous les deux plus ou moins sages étudiants à l'école normale supérieure, lui en géographie, moi en mathématiques. Moi j'étais sage, toi tu ne l'étais pas. Et après, il est devenu un peu moins sage au fur et à mesure qu'il s'est transformé en redoutable explorateur, sans peur des forêts amazoniennes, montant les expéditions à coups de machette et d'énergie. Et année après année, se faisant aussi le porte-parole de peuples qui ont bien du mal, de forêts qui ont bien du mal, écrivant aussi sur la politique de l'Amazonie, du Brésil, et qui va aujourd'hui, on va lui demander aujourd'hui de parler un peu de sa toute dernière expédition en Amérique du Sud. Et puis, Miroslav Radman, biologiste moléculaire, généticien franco-croate, né à Split, et fondateur d'un institut de biologie à Split. Et l'une de ces personnes qui connaissent tout, parlent toutes les langues, ont une énergie et une culture inépuisables.
C'est un grand spécialiste des réparations de l'ADN, des mutations de l'ADN, des différents visages de la génétique et de ses interactions avec la médecine. Et c'est un conteur de grandes histoires incomparables. Chers amis, pour parler des arbres, allez, commençons par François Michel, ta dernière expédition. Bon, c'est gentil. Le but de cette expédition, en fait, était de parcourir des rivières de Guyane. Voilà, c'est des choses que j'aime bien faire, en partenariat avec également la Légion étrangère. Mais le but particulier, c'était de travailler sur l'occupation passée et présente de la forêt pour avancer sur ce qui est aujourd'hui de plus en plus un discours qu'on commence à entendre dans la communauté des gens qui étudient l'Amazonie, mais qui a du mal à passer les portes de cette communauté, qui est que la forêt amazonienne n'est pas une forêt primaire, c'est-à-dire une forêt vierge que l'homme n'aurait jamais touchée, etc. C'est une forêt qui a été habitée depuis très longtemps, dans laquelle les hommes ont une responsabilité qu'ils ont contribué à façonner. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des peuples qui sont capables de travailler sur la biodiversité sans la détruire, sans la réduire, mais au contraire en la courbant légèrement selon nos nécessités. Et donc cette forêt amazonienne et guyanaise est souvent présentée comme étant inaccessible et déserte. Elle n'a jamais été déserte, elle a été très peuplée. Elle n'est pas encore déserte aujourd'hui puisqu'elle est occupée par des chercheurs d'or clandestins notamment. Et elle n'est pas du tout inaccessible puisque ces gens-là, à l'époque les Amérindiens et aujourd'hui les chercheurs d'or, s'y déplacent avec une grande facilité. Donc en fait, c'est un peu le miroir d'Alice, quand on rentre à l'intérieur du miroir, on voit les choses de manière complètement différente. Et c'est ce qu'on voulait montrer, ça a bien fonctionné. On parle des chercheurs d'or, ce sont des activités que tu as eu l'occasion de rencontrer, de voir de près? Oui, ça fait plusieurs années que je travaille avec ces gens-là qui font des choses terribles à l'environnement, mais qui sont souvent des gens très intéressants et travailleurs, et voilà, que j'aime beaucoup par ailleurs. Malheureusement, ils ne sont pas au bon endroit pour faire leurs activités. Et voilà, la question en fait qu'ils nous renvoient, notamment en Guyane, qui est un territoire français sur lequel nous mettons la main sur le cœur en disant qu'on va défendre la forêt amazonienne, et en même temps, malgré les efforts qu'il faut souligner, qui sont très importants et très sincères, que ce soit du parc amazonien de Guyane, de la gendarmerie, des forces armées de Guyane, etc., nous ne mettons pas les moyens suffisants pour nous assurer que ce morceau d'Amazonie qui nous appartient, qui fait quand même 80 000 km², 87 000 l'ensemble de la Guyane et la forêt à peu près préservée, on va dire 80 000 km², que cette richesse-là soit préservée comme il le faut, mais parce que la préserver comme il le faudrait, fermer notre coffre-fort et s'assurer que personne n'y rentre, impliquerait d'engager des moyens, ça, il y a une étiquette de prix qui va derrière, et c'est difficile pour un gouvernement de dire on va protéger un morceau de forêt, c'est très bien, à quoi ça sert? Rien en fait, parce que la forêt, on va la protéger pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'on peut en tirer, et il n'y a personne qui va voter pour nous parce que les arbres n'ont pas le droit de vote. Donc à partir de là, voilà, c'est un petit peu difficile d'être toujours dans cette contradiction entre les moyens affectés, et nous sommes souvent pris dans cette contradiction de notre discours très bénévolent. Nous sommes tous contre la déforestation, et en même temps nous achetons tous des produits qui contribuent à la déforestation. Alors j'ai bien noté la petite proposition de réforme constitutionnelle sur le vote des arbres. Miroslav, quand on parle de préservation, bien sûr, on pense à la préservation de la forêt en ce qu'elle participe aux grands équilibres biologiques, on pense aussi à la préservation de la biodiversité, on pense au foisonnement génétique que ça représente. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur tout cela? Et ce soir on parle des arbres, mais il y a aussi sous-jacent dans toute la démarche génétique un autre arbre, le grand arbre de l'évolution des espèces. En effet, je serais un peu barbare à intellectualiser les plantes au lieu de parler des émotions et des âmes des plantes. Ce qu'ils m'ont certainement appris, et sans la structure, sans regarder la structure des arbres, je crois qu'on connaîtrait l'évolution encore moins de ce qu'on le connaît aujourd'hui. On connaît trop peu le processus qui crée tout qui dure. Tout ce qui dure, il dure parce que ça s'adapte, ça change. Et qui pourrait imaginer d'aller voir en 1860 ce que Darwin a dessiné, mais vraiment comme ma petite fille de 4 ans.
vieux, avec même pas sûr du tout. Il n'y avait pas un tronc d'arbre, c'était toutes les mêmes lignes. Et ça a l'air complètement infantile, vraiment, avec une dizaine de branches. Et tout en haut, il écrit I think. Je pense que c'est ça. L'évolution de la vie, et après, il va y avoir l'évolution de la culture, l'évolution de tout qui dure un certain temps. Et pourquoi ça a été tellement difficile de voir l'arbre dessiné par un enfant, de se dire, ça explique tout qui évolue. Ça va expliquer notre culture, nos différences, l'évolution des langages, etc. Mais surtout l'évolution de la vie. L'idée qu'il y avait au début, en origine, un début très simple, et au lieu de s'éteindre, comme beaucoup de choses s'éteignent tout de suite, ça a commencé à changer. Et donc, de voir que la vie, comme nous la connaissons aujourd'hui, la seule façon de faire quelque chose, à essayer de comprendre, c'est de faire marche en arrière. C'est très difficile d'imaginer quelques milliards d'années en avant, mais on peut essayer de regarder dans le sens contraire de la croissance de l'arbre, des fines branches ici, de regarder comment ces fines branches se sont évoluées. Et si j'ai, comme biologiste, quelque chose à regretter, que nous, les biologistes, on est minables dans l'explication de l'importance de l'évolution, car si on le savait, si les biologistes au moins le savaient, je crois que ça serait l'axe central avec les mathématiques de l'éducation des enfants. Alors, c'est que je vous invite à regarder n'importe quel de ces arbres ici. Ça, on le dessine pour décrire l'évolution de la vie. Déjà des millions d'espèces ont été séquencées, l'ADN a été séquencé, et on peut donc en déduire par les petits changements qui se rajoutent dans la continuité de descendance sur descendance, etc. On peut dessiner assez fidèlement le passé évolutif inclus évidemment de l'espèce humaine. Pourquoi ça ne convainc pas tout le monde? C'est tellement évident. Et je crois que ça ne convainc pas tout le monde parce qu'on ne voit que des gagnants. On ne voit qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il a survécu. On ne voit que des branches. Prenons maintenant l'arbre comme meilleure métaphore et paradigme pour comprendre l'évolution de tout. Regardez l'arbre et concentrez-vous sur l'espace vide. Les branches sont là, ok, très bien. Mais concentrez-vous sur l'espace vide de l'arbre phylogénétique de tout. Ça, c'est l'espace des possibilités, des tentatives échouées. C'est ça la sélection, que toutes ne poussent pas en même temps. Si toutes les branches qui pouvaient pousser vraiment, l'arbre serait un bloc solide, ennuyeux, peut-être une sculpture comme ça, mais ça serait pratiquement mort. Donc c'est ça ce que j'essaye, Cédric, de transmettre avec peu de succès, je crois. C'est d'introduire le sentiment que l'évolution est tellement réelle et finalement on y croit, que ce soit les mathématiques ou physique, etc., on ne croit pas ce sentiment. À la fin, c'est le sentiment qui dit it sounds good, ça a l'air bien, et le contraire,
c'est par le sentiment qu'on commence à croire à quelque chose. On croit à des choses qui sont réelles et nous servent à vivre et survivre. On peut croire à des choses complètement irréelles, comme différentes religions, etc. Et donc, je crois que, pour conclure un tout petit peu, c'est l'absence de la comptabilité des échecs, l'absence de la comptabilité quantitative, c'est-à-dire pour chaque succès, pour chaque branche qui dit c'est peut-être une nouvelle espèce ou un langage, une idée scientifique, pour chaque succès, combien il y avait de tentatives échouées. Si on avait cette comptabilité, si on pouvait faire un simple graphe, ici, le nombre de succès, le nombre des espèces, le nombre d'entreprises à grand succès, etc., et par rapport au nombre d'échecs liés avec ce succès-là. C'est que je veux dire que l'évolution est un processus de tentatives. Échec, ça n'existe pas. C'est un mauvais mot. Des explications aussi, tu vois. On fait des tentatives d'explication et il y a celles qui survivent. Voilà. Et c'est la sélection arbitraire qui décide qui sera le succès, quel sera le succès du jour. Alors, donc, j'ai voulu vous inviter à regarder l'arbre comme un paradigme d'évolution de tout, des langages, des cultures, mais surtout de la vie, et regarder dans l'espace vide, c'est-à-dire là, il y avait des possibilités de tentatives, surtout chez les plantes, où la lignée germinale et somatique, ça se mélange, pendant que ça pousse. Ici, ça essaye probablement toutes les cellules essayent de pousser et donner la naissance à une branche. Okay? Et finalement, c'est par chance que ce jour-là, dans les conditions avec cette humidité, qu'une sera la gagnante et nous allons voir seulement ça. Je veux dire que le processus qui mène au succès, et nous voulons tous le succès pour notre pays, pour la famille, pour moi-même, etc., que ce processus qui mène vers le succès, c'est le même processus qui génère les échecs. Les échecs et le succès, c'est le même processus qui est. On ne peut pas séparer, on ne peut pas être malin, on ne peut pas avoir un grand plan et séparer le succès des échecs parce qu'on serait le Dieu. Et je ne crois pas qu'on est là. Alors là, on va y aller. Bravo. C'est pas facile. Vous comprenez après cette première intervention pleine d'exploration pourquoi on a choisi de les mettre ensemble, explorateurs dans le monde géographe et explorateurs dans le monde des idées. Tout à l'heure, tu citais à l'instant Darwin, son grand œuvre fondateur est venu après un grand voyage à travers le globe, lui aussi. Et de la même façon, certaines des explorations faites dans les zones de très haute biodiversité, comme l'Amazonie, ont été importantes pour avoir les idées plus claires sur l'évolution des espèces. J'imagine, ça doit être vrai, oui, j'imagine que ce qui a freiné l'idée et l'observation directe de l'évolution, c'est que les gens se sont demandé, à l'aide de vous, les mathématiciens, quelle est la probabilité que tout ceci apparaît d'un coup. C'était un prix Nobel a dit quand le vent va passer par un tas d'ordures et va créer un avion, je vais croire en évolution. Parce que les gens pensaient, mais quelle est la probabilité que toute cette richesse de la vie est apparue? Il faut penser des milliards d'années et des milliards de tentatives. Et ça, c'est difficile, je crois, avant d'apprécier d'où vient la diversité. Comment la comprendre sans évolution? Pour moi, c'est maintenant impossible. Mais en même temps, je pense que
Les forêts tropicales, effectivement, mettent les personnes qui les traversent en face de cette diversité. Et c'est vrai que du coup, de nombreuses questions qu'on peut oublier ou qu'on peut ne pas voir, surtout dans nos forêts à nous, qui étaient extrêmement transformées, voulant dire appauvries, se posent là-bas. Et le grand défi de ces forêts tropicales, c'est justement qu'elles nous mettent face à quelque chose qui est l'antithèse du monde occidental, c'est-à-dire la dispersion et la diversité. Et donc, une même espèce qui nous intéresse dans la forêt tropicale, on va trouver 1 ou 2 pieds par hectare. Et le reste, des dizaines d'autres choses, face auxquelles la réaction la plus profonde de l'occidental, j'inclus les sociétés brésiliennes, indonésiennes, contemporaines, etc., disent « ah ben ça ne nous sert pas, donc on va le détruire ». Donc on est notre grande réaction, la déforestation, principalement des forêts tropicales et ailleurs, mais surtout dans les forêts tropicales, c'est ça, c'est nous ne savons pas ce que nous pouvons faire de ça, de ce grand livre du vivant, qui s'est adapté pendant des milliers d'années, qui a créé énormément de choses. Voilà, donc on a quelques panoramas qu'on avait fait dans la Guyane lors du raid des 7 bornes. Voilà, on voit une forêt, on ne sait pas où elle commence, où elle finit, les grands arbres sont en haut, Francis parlera bien sûr de la canopée où se passe tellement de choses, et donc voilà, nous sommes face à une diversité sans fin, face à tant d'espèces qui sont absolument impossibles à reconnaître tellement elles sont diverses, et là, grande réaction, on ne sait pas à quoi ça sert, alors on va transformer ça, comme disait exactement David, en un tapis d'herbe, parce que ça on sait quoi en faire, puis remettre une vache, qui n'a rien à voir avec l'écosystème amazonien, c'est pas grave, mais ça aussi on sait quoi en faire, et voilà comment est-ce qu'on valorise, puisque 1 hectare de pâturage au Brésil vaudra toujours beaucoup plus cher que 1 hectare de ça, indépendamment du fait que là on a 400 tonnes de biomasse à l'hectare, et que sur 1 hectare de pâturage, quand on atteint les 2-3 tonnes, on est content. Parlons de ces 400 tonnes, de cette incroyable masse telle qu'on peut la voir avec toute cette diversité. Comment on se prépare pour une expédition à identifier, reconnaître, voir par rapport à la biologie, comment on effectue la préparation d'une expédition? Alors, moi je suis un très mauvais écologue. Je reconnais 3 arbres, peut-être 4. Il y a ceux qui piquent. Il y a ceux qui piquent pas, il y a ceux qui attirent les fourris qui piquent, et il y a ceux qui sont à peu près tranquilles. Donc voilà, et c'est sur la dernière catégorie que je mets moi un Mac. Donc voilà, donc moi mon rôle en tant que concepteur d'expédition, c'est plutôt de faire venir les bonnes personnes. Moi j'ai mes intérêts propres qui sont plutôt du côté de l'occupation de la forêt, donc les gens qui sont dedans. Les gens m'intéressent beaucoup plus que les arbres. Honte de le dire, mais c'est les gens qui aiment les arbres, donc tout va bien, on est dans le thème. Et sinon, voilà, il y a des biologistes et des écologues qui sont fantastiques et qui, eux, justement, connaissent toutes ces choses-là. J'étais notamment avec un collègue qui s'appelle Guillaume Odom et qui travaille beaucoup sur cette question de comment est-ce que la présence ancienne a pu façonner la forêt amazonienne qu'on voit aujourd'hui, et comment est-ce que justement cette forêt que depuis les premiers navigateurs qui ont abordé ont dit être la forêt vierge, la nature parfaite, etc., n'est pas une nature parfaite, elle a été co-construite par ces gens, et quand on regarde, comme par hasard, sur les 300 espèces d'arbres hyper dominantes en Amazonie, plus de la moitié sont des plantes qui sont utiles à l'homme. Ah, c'est étonnant. Et quand on regarde certains endroits, on s'aperçoit qu'il y a des concentrations d'arbres, on dit, les arbres ont choisi de se mettre là, et puis quand on cherche bien, on trouve, non, finalement, au milieu, il y avait un village. Et donc les arbres, ils ne sont pas là pour rien, c'est parce qu'ils ont été soit plantés, soit favorisés par ces Amérindiens passés. Quel est le degré d'inconnu de la biologie en forêt amazonienne? Écoute, il est très grand, principalement, après, on va, ça dépend des niveaux auxquels on s'attache. Pour ce qui est de la faune et de la grande faune, il est faible. Dès qu'on commence à passer aux grenouilles, et, on va avoir beaucoup plus d'inconnus, les insectes, et alors sur les micro-organismes, on est absolument lamentable, on ne connaît pas grand-chose, et alors que c'est probablement d'abord une très grande partie, si ce n'est la très grande majorité de la biomasse dans le monde, et en Amazonie particulièrement, et surtout, ce sont probablement des composants extrêmement importants de ce système forêt. En fait, la forêt amazonienne, elle n'est pas là parce que les sols sont riches, ou parce qu'il pleut beaucoup seulement, elle est là parce qu'en fait, elle se reproduit en cycle fermé, et elle est une sorte d'efficacité parfaite dans le recyclage de ses propres éléments. Et ce qui permet ce recyclage, qui fait que la feuille qui tombe, quand on regarde une forêt amazonienne, c'est très décevant en fait. La litière en décomposition sur le bas de la forêt est beaucoup moins importante que la forêt de Fontainebleau. Mais pourquoi? Parce que justement ça va très vite, et qu'on a tous ces micro-organismes qui sont dans des conditions optimales de chaleur, d'humidité, etc., et qui permettent de libérer tous les éléments nutritifs qui sont recyclés après par les arbres.
Mais tout ça, c'est un mécanisme dont on connaît le principe général, mais dont on ne connaît pas tous les détails. Et dernier point qui est très important à dire aujourd'hui, on imagine que l'ensemble de ce système fonctionne dans certaines conditions, mais il se pourrait que la déforestation actuelle, au moins dans certaines régions, nous amène à ce fameux point de bascule, c'est-à-dire à force de retirer des arbres, c'est un peu comme quand on signe une branche, disons-le, sur laquelle nous sommes assis forcément, ça va tenir jusqu'à un certain temps et puis à un moment ça va casser. Et voilà, nous sommes en train, nous sillons, elle va tenir, et puis il y a un moment où la branche va casser complètement, voilà, elle ne va pas simplement ployer un peu plus, elle va rompre complètement, voilà, il y aura un point de bascule, et l'écosystème forestier va se transformer en autre chose. Alors il y aura toujours un écosystème, mais il sera sans doute beaucoup plus pauvre, et beaucoup moins forestier, beaucoup moins riche, et voilà, nous aurons perdu, nous aurons coupé la branche sur laquelle nous sommes assis. Miroslav, on parle souvent de découvertes biologiques qu'on fait, médicales qu'on fait à partir de telle ou telle espèce, telle ou telle configuration particulière. Est-ce que on peut dire dans la forêt tropicale, il y a un certain nombre, un grand nombre de potentialités qui sont encore non découvertes pour traiter telle ou telle maladie? On connaît très très peu de la biodiversité chimique. Déjà, on s'occupe de la biodiversité comme ça, voire par l'œil ou par microscope, la biodiversité organisée. Mais au niveau des métabolisme, des millions de produits chimiques qui servent dans différents systèmes qu'on appelle les espèces, de les sortir et de voir qu'est-ce qu'on pourrait de façon créative exploiter le produit naturel pour faire quelque chose de moins naturel fait par l'homme. Je crois qu'on est au début seulement de cette pharmacopée. Il y avait un grand succès il y a une centaine d'années, etc. Et puis on a arrêté parce que les scientifiques réussissent à vendre leur recherche. On a voulu sauter, je crois, quelques étapes pour avoir les médicaments intelligents. Pour le moment, ils sont intelligents surtout par leur prix. Parce qu'ils sont aussi bien par l'utilité. Je pense que là-dessus, il y a deux choses à rajouter. Enfin, j'espère qu'il sortira des remèdes extraordinaires de la forêt amazonienne. J'espère qu'ils serviront aux Amazoniens, parce que jusqu'ici, la plupart des plantes amazoniennes qui sont utiles ont été emportées hors d'Amazonie, cultivées avec un grand succès hors d'Amazonie, n'ont pas rapporté grand-chose aux Amazoniens, le caoutchouc, la quinine, etc. On peut en citer pas mal, le roucou, du rouge à lèvres et autres. Mais l'autre chose que je voudrais souligner, c'est qu'il me semble qu'on est toujours dans cette aporie, qu'on est toujours dans l'arbre doit nous servir. Donc on va les garder parce que ça va nous apporter un remède pour demain, quelque chose qu'on ne sait pas, mais c'est toujours une finalité utilitariste pour l'homme. Nous ne sommes pas dans la considération de l'arbre comme étant, comme disait Miroslav, un conjoint dans l'évolution, et donc quelque chose qui mériterait le respect pour son existence simplement parce qu'il existe, et non pas parce qu'il va nous servir. Conjoint, cousin, tout à l'heure, tu as entendu Claudine et Raymond parler de ces témoignages de personnes qui vivent auprès de leur arbre, qui ont leur arbre auprès du cœur. Comment, et si on faisait le même travail auprès des populations amazoniennes, que ce soit les peuples, on va dire, indiens, ou ceux qui ont un mode de vie occidentalisé, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelle différence y aurait-il peut-être? Écoute, bon, d'abord, il faudrait poser la question à Bruce, surtout, beaucoup plus qu'à moi. Mais pour ce qui est d'un certain nombre de... il y a tellement de cultures en Amazonie que chacune va aussi avoir sa réponse particulière. Mais il me semble que dans le cas de nombreuses cultures amérindiennes, bon là on va tomber sur ce que disait Philippe Descola, mais ces gens-là conçoivent la nature non pas comme un extérieur, il y a l'humanité et la nature qui dialoguent, mais l'humanité et la nature font partie du même monde et elles sont donc ensemble. Et donc, de leur point de vue à eux, justement, l'arbre ou le jaguar ne sont jamais que d'autres manières d'être
d'un espèce de fluide existentiel. Donc à partir de là, voilà, il y aurait cette grande différence-là. L'autre différence que je vois là aussi avec principalement des cultures amérindiennes, c'est ce que je te disais, c'est la question, leur capacité de gérer la diversité, d'accepter la diversité. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'idée, on va transformer la forêt en jardin à la française, alors on va faire une année avec des platanes, ils seront tous droits, tous en ligne, et comme ça c'est beau. Non, on peut très bien dire, bah, la forêt elle est là, ok, alors cet arbre me sert un peu plus, je vais le favoriser, mais les autres ils sont là, ils sont très bien autour, et ils vont rester. Et donc la capacité à gérer la complexité, qui a un autre côté, qui est qu'on accepte par exemple des rapports agricoles moindres. Ah bah oui, les fourmis elles vont manger une partie de la production, les animaux vont venir se servir, voilà, ça fait partie de l'environnement. Et donc accepter d'être un maillon dans cette chaîne et de ne pas avoir tout à notre service, c'est sans doute là que serait, à mon avis, la différence. Sur une note politique, tu parlais du fait que les moyens n'étaient pas mis sur la table pour assurer les préservations de certaines forêts, y compris forêts guyanaises françaises dont nous sommes fiers. Qu'est-ce qu'on peut dire plus généralement sur les données politiques de la déforestation aujourd'hui en Amérique latine? C'est pas bon. Voilà, donc on a évidemment un gouvernement au Brésil qui est parti dans une ligne politique différente, si bien qu'elle était amorcée depuis un certain temps, mais disons qu'aujourd'hui on dit tout haut ce qu'on pensait tout bas avant, à savoir que... Mais de ce point de vue-là, le Brésil nous prend un petit peu à notre propre piège, c'est-à-dire de dire, bah, écoutez, nous on veut du développement, vous avez fait la même chose chez vous. Il fut un temps où il y avait 10% de la surface de la France qui était en arbre. Pourquoi? Parce que vous êtes développé, vous avez développé votre industrie, etc. Nous ne voulons faire que la même chose que vous. De quel droit nous en empêcherez-vous? Donc c'est difficile. La manière de répondre à ce discours est éventuellement de dire mais nous sommes prêts à financer votre développement sans que vous ayez à toucher à tous ces arbres. Mais nous ne sommes pas prêts à le faire. Donc voilà, donc nous avons une condition politique qui est très adverse, on a la même aux États-Unis avec Donald Trump, mais qui est en même temps le révélateur de nos insuffisances en face de ça. On ne peut pas non plus leur laisser l'entière responsabilité de cette protection, elle doit être partagée. Si l'Amazonie doit en quelque sorte sauver le climat mondial, comme on est concerné aussi par le climat mondial, il est logique que nous participions. Un exemple qui est intéressant, c'était l'initiative Yasuni en Équateur, où l'Équateur a dit nous sommes prêts à ne pas exploiter le pétrole de cette zone et donc à ne pas détruire la forêt, à condition que vous nous donniez la moitié de ce que ça nous générerait comme revenu. Bon, quand ils ont 10 ans, ils n'ont pas obtenu 10% de ce qui était demandé, ils ont dit finalement on va ouvrir l'exploitation pétrolière. Donc voilà, il y a une question de dialogue avec l'Occident et de dialogue avec nous, c'est très simple, de savoir à quel moment nous sommes prêts à transformer nos mots en actes. De ce point de vue-là, l'un des seuls pays qui fasse des investissements vraiment lourds, je pense que peu de gens le savent ici, c'est la Norvège. Voilà, de mauvaise conscience de leur pétrole, il faut bien le dire, mais voilà, donc la Norvège a donné 1 milliard de dollars pour le fonds Amazonie au Brésil. Voilà, ce qui est bien, sauf que 1 milliard de dollars, c'est 3% de l'ensemble de l'argent qui a été dépensé sur la centrale de Belo Monte en investissement productif. Donc voilà, donc il y a une petite disproportion entre les investissements dans un sens et dans l'autre, et malheureusement, c'est pas prêt de s'améliorer aujourd'hui. Miroslav, un dernier mot sur notre avenir en tant qu'espèce biologique. C'est facile, merci beaucoup pour la question. Là, on a vu l'avenir, Oui. l'avenir de la biodiversité qui part à Dieu tel que c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire, Miroslav? La biodiversité, Cédric, n'est pas seulement là pour nous émerveiller, que ce soit le but. C'est la réserve pour la survie. Ça veut dire la biodiversité, la diversité en général, devient utile quand quelque chose de terrible se passe et cette diversité est réduite à quelque chose de très peu. Qu'il y a des survivants, que ce soit au niveau biologique, au niveau économique, au niveau culturel, s'il y a une diversité, c'est ça la beauté et la force de l'évolution, que si 99,9% est mort, que 0,1%, il y a encore beaucoup pour continuer. Donc, l'utilité de la diversité, au moment où elle sera réduite par quelque chose de terrible, ce qui m'occupe maintenant, j'imagine, ça vient avec l'âge, l'adaptation vers quelque chose de ralentissement,
il commence à m'irriter combien nous sommes devenus, il y a d'autres exemples qui n'est pas humaine, une espèce métastase, qui métastasie. Il y a 150 000 ans, apparemment il y avait quelques milliers d'individus, maintenant on est 7 milliards. La chimpanzé gorille, il faut garder pour qu'ils ne disparaissent pas. Donc nous sommes sur Terre, pour le moment, surtout les derniers 200 ans, nous sommes une espèce qui métastasie. Nous sommes une société symbolisée par le capitalisme actuel qui a la tendance à métastasier. Au lieu de homéostasie, ce qui est écologique, ce qui est beau, ce qui est la musique, c'est homéostasie. Il y a juste suffisant de tout, que ça marche bien. Homéostasie de nos organes, que par exemple le pancréas ne se met pas à digérer tout le reste des organes. C'est homéostasie versus métastase. Et je crois que la tendance est, et ça c'est purement culturel et économique, la tendance est à métastasier tout qui fait l'argent. Ça veut dire on expose la civilisation au danger des grandes bulles métastasiées qui vont éclater une après l'autre. Et je n'aimerais pas que moi et mes amis se trouvent dans la bulle qui explose. Ça serait mieux de se trouver c'est dans- sur cette image des grandes bulles métastasiées qui explosent que nous allons terminer cette table ronde.